12%, dont 10% d'hommes et 14% de femmes. Aussi, au Maroc, selon l'HCP, en 2011, la prévalence d'obésité était de 17,5%, dont 8,2% d'hommes et 26,8% de femmes. Selon la littérature, on a parmi les facteurs majeurs qui augmentent la prévalence d'obésité, on a l'urbanisation. Cette dernière est caractérisée par une consommation abondante en quantité, une activité physique réduite et une augmentation de revenus. Aussi, on a les migrants récemment installés en ville et qui gardent toujours leur culture d'origine, qui valorisent toujours de l'embonpoint et de l'obésité. Tous ces facteurs qui sont relatifs à l'urbanisation augmentent le risque d'obésité en ville. Au Maroc, en 2011, la prévalence d'obésité était de 21,2 dans le milieu urbain, qui est considéré plus élevé par rapport au milieu rural. Ainsi, selon les études, on a les migrants ils ont plus de risques de développer une obésité au milieu urbain. Ça peut être dû au mode de vie en ville, et en fait, parce qu'ils gardent toujours leur culture d'origine qui est valorisante de l'embonpoint. Alors que d'autres études ont montré que, indépendamment de la région d'origine de la personne, que l'obésité elle est plutôt liée à la période vécue en ville. L'objectif de notre travail, c'est d'étudier l'impact de l'ethnie et de la migration sur la variation de la prévalence d'obésité chez une population migrante et originaire de Sousse et qui réside à la ville de Casablanca. Donc, notre étude était réalisée au niveau de deux sites, la région de Sousse qui présente la zone rurale et la région de la Grande Casablanca qui présente la zone urbaine. Comme méthode, en fait, cette étude inclut 614 personnes âgées de 18 à 75 ans. Et en fait, on a fait le recrutement en se basant sur la méthode des quotas. En fait, selon les critères suivants, que le sexe, le milieu de résidence, l'ethnie et le statut migratoire. Et pour étudier le statut anthropométrique corporel, on a utilisé l'IMC, le tour de taille et le pourcentage de graisse corporelle. Et pour les facteurs ciblés, on note l'ethnie, c'est une variable qui est construite à partir de lieux de naissance du migrant et aussi de ses parents. Et pour le statut migratoire, c'est une variable qui est estimée à partir de la génération d'appartenance de l'enquêté, de son statut migratoire, de milieu de résidence et aussi le milieu de résidence et la période vécue en ville. On a utilisé comme facteur d'ajustement l'âge et le niveau d'éducation. Donc, pour nos résultats, on a trouvé en général que la prévalence d'obésité elle est plus élevée chez la prévalence d'obésité abdominale et de graisse corporelle elle est plus élevée chez les femmes en comparaison avec les hommes. Aussi, l'étude des paramètres anthropométriques et corporels, ils ont montré que la moyenne de l'IMC et du pourcentage de graisse corporelle est plus élevée chez les femmes en comparaison avec les hommes. L'analyse de résultats selon milieu de résidence ont montré que la prévalence d'obésité elle était plus élevée chez les hommes et les femmes urbains en comparaison avec les ruraux. Aussi, par contre, concernant l'obésité abdominale, on a remarqué que les femmes rurales elles sont plus obèses que les femmes urbaines. Ainsi, l'analyse des résultats par régression multivariée ont confirmé ces mêmes résultats. Ainsi, le traitement des données selon l'ethnie ont montré que les résultats ont été significatifs pour les hommes seulement et que les hommes casablancais soucis et que les hommes casablancais non soucis ont présenté les prévalences les plus élevées de l'IMC en comparaison avec les hommes originaires de Sousse. Aussi que tous les hommes présentent des prévalences plus élevées de pourcentage de graisse corporelle, mais ils sont plus élevés chez les hommes casablancais soucis et les casablancais non soucis. L'analyse des résultats par régression multivariée ont confirmé les mêmes tendances.
En fait, on trouvait que les Casablancais soucis présentent les prévalences les plus associées à la variation de l'IMC et de pourcentage de graisse corporelle. Analyse des résultats selon le statut migratoire ont montré que les résultats ont été significatifs pour les deux sexes. Aussi que les migrants de deuxième génération et les urbains ont présenté les prévalences les plus élevées de pourcentage de graisse corporelle élevée. Aussi que la prévalence la plus élevée d'obésité abdominale qui était plus élevée chez les femmes migrantes de deuxième génération et les femmes urbaines par rapport les femmes rurales. Donc, on peut expliquer ces résultats par le fait que la plupart des femmes migrantes de deuxième génération sont plutôt des femmes originaires de Sousse ou des femmes casablancaises aussi, ce qui peut expliquer les prévalences les plus élevées d'obésité abdominale chez ces dernières et qui peut être dû toujours à la valorisation traditionnelle de l'embonpoint chez ces femmes. Ces résultats ont été plutôt confirmés par d'autres études qui ont montré l'impact de l'ethnie sur la variation de la prévalence d'obésité, et surtout certaines études qui étaient réalisées au Maroc, qui ont montré qu'il y a toujours cette valorisation de l'embonpoint dans certaines régions du Maroc, et que les migrantes qui sont originaires de ces régions gardent toujours cette culture, même s'ils sont installés en ville. L'étude de la variation de la prévalence de l'IMC en fonction du niveau d'éducation a montré que les femmes et les hommes originaires de Sousse et les femmes soucis, et les hommes casablancais ont des tendances à diminuer leur prévalence d'obésité en fonction de niveau d'éducation. Donc, ces résultats ont été confirmés par une régression multivariée. Aussi, nos résultats ont montré que les hommes la prévalence d'obésité diminue avec l'âge chez les hommes qui ont plus que 20 ans, tandis que ces tendances s'inversent chez les femmes. On remarque une augmentation de la prévalence d'obésité chez les femmes qui ont moins de 60 ans. Et ces résultats ont été confirmés par une régression multivariée. Donc, pour conclure, on peut dire que le statut anthropométrique et corporel chez notre population d'études est dépendante pour les femmes, pour les hommes à l'ethnie et le statut migratoire, tandis que pour les femmes, elle est plutôt liée au milieu de résidence. Et merci pour votre attention. Merci. Vous vous présentez, s'il vous plaît, et vous posez votre question. Oui, professeur Nabila Alhou de l'école Sud Santé. Alors, moi, j'aimerais poser une question à professeur Darwish. Il n'est pas là. Oh. Je vais peut-être quand même soulever la discussion, on pourrait peut-être en parler parce que j'estime que c'est quand même important, oui. Moi, je passe la question. C'est par rapport à la consommation des corticoïdes. C'est quelque chose qui m'interpelle. Je ne sais pas si les représentants du ministère de la Santé sont toujours là. Je pense que vraiment, si on peut sortir de ce congrès avec des recommandations, la consommation des corticoïdes est pratiquement généralisée. Moi, je pensais, il y a quelques années, je dirais il y a 8 ans, suite à une enquête que l'on a fait dans le sud, au niveau de Dakhla, où j'ai compris que la consommation était très, très, très importante dans cette région pour les femmes qui veulent devenir obèses. Ce n'est pas du tout, parce qu'une question m'a été posée maintenant, c'est pas du tout pour traiter une quelconque maladie, c'est vraiment pour prendre du poids. Alors vraiment, si on peut faire quelque chose dans ce sens, sensibiliser la population, les pharmaciens, pour ne pas délivrer les corticoïdes à tort et à travers, parce que non seulement il y a l'obésité, mais il y a énormément de conséquences autour de ça, tout le monde le sait. Et voilà, donc je voulais poser la question pour savoir s'il y a eu quelque chose qui a été fait au-delà que
de remarquer, de prendre note de cette consommation. Dans le retour de M. Delouis, merci pour votre question. Mais pour votre question, c'est vrai que les études qui ont été faites au Maroc, il y a un papier qui a été même publié dans un journal de l'OMS et qui porte justement sur les pratiques utilisées dans la population du Sud. Et c'est vrai, c'est un problème. On recherche le gain du poids et on utilise un moyen qui est très très rapide et ce sont les corticoïdes en général. Donc on va attendre M. Delouche pour s'il a des choses à ajouter. D'autres questions, s'il vous plaît, au speaker? Oui. Bonjour, moi je suis professeure Fadel de la faculté de médecine dentaire de Rabat. J'ai une question à poser par rapport à l'intervention sur l'étude de cohorte Epidiane, où parmi les résultats que vous avez présentés, si j'ai cru bien comprendre, c'est que vous avez constaté un paradoxe entre le respect du régime et la survenue des complications. Donc si mes souvenirs sont bons. Alors donc du coup, la question qui me vient tout de suite à l'esprit, est-ce que ça a été identifié en analyse univariée ou multivariée? Merci. Alors, pour vous répondre, je peux dire que pour les deux, soit univariés, soit multivariés, on a trouvé les mêmes résultats. Et comme je dirais que ça peut être dû à notre mentalité. Parce que le fait de dire à un patient, si vous ne respectez pas votre régime, vous allez avoir des complications, ça ne lui pousse pas de respecter effectivement ou immédiatement son régime. Le fait de lui dire, vous êtes en danger, vous avez une complication, à ce moment-là, le patient commence à réagir et commence à faire attention à son régime. On peut expliquer ce paradoxe par cette explication. Quelque chose, la littérature, ou expliqué logiquement, on n'a pas trouvé des explications vraiment significatives. Dans ce cas, j'aimerais bien connaître quels sont les paramètres d'ajustement que vous avez utilisés. Alors, on a ajusté sur le sexe, l'âge et l'ancienneté. Ces trois paramètres. Et l'ancienneté. Donc, la durée du diabète. Pour pas trouver beaucoup de... pas tomber dans des biais de confusion. Voilà. On va laisser peut-être le professeur Delouche répondre à la question du professeur Pelot. Oui, c'est ça. C'est ce que vous avez dit. Madame Pelot a posé une question sur l'utilisation des corticoïdes. Oui. Et elle propose de sortir avec une déclaration, donc dans la déclaration de ce congrès, avec des recommandations. Donc c'est alarmant et si vous avez quelque chose à dire sur l'utilisation des corticoïdes, sur la population que vous avez. Oui, merci. On avait déjà organisé une réunion à l'université sur l'obésité, je crois, c'était l'obésité jusqu'à comment on peut devenir obèse par les médicaments. Et dans ce travail, il y avait un monsieur, un professeur qui est venu et qui a exposé l'utilisation des corticoïdes au niveau du Maroc. Est-ce que vous savez que la région qui utilise le plus de corticoïdes, c'est Casablanca? C'est Casablanca, c'est la région de Casablanca. Mais c'est simplement ce qui a été répertorié au niveau des pharmacies, sans parler de tout ce qui est vente informelle dans les marchés et tout ça. Et donc, je pense que c'est un vrai problème, c'est un réel problème. Dans cette étude, il y avait la question sur l'utilisation des produits obésogènes et les gens n'avaient pas d'honte de dire non, moi j'utilise parce que j'en ai besoin pour pouvoir me marier, pour surtout sur les jeunes, comme on a montré jusqu'à 35 ans. Et je suis
parfaitement d'accord d'insérer une recommandation concernant ces utilisations un peu qui sont faites d'une manière je dirais, les gens ne sont pas conscients de ces utilisations des produits obligations. D'accord. Excusez-moi parce que je n'avais pas eu la question en totalité au début. Mais sachez que la région qui utilise le plus, c'est Casablanca. Et ceci, comme on a dit, c'est vraiment l'interface entre la transition nutritionnelle et épidémiologique, les zones rurales, et puis des gens qui viennent avec ces croyances, et puis la diffusion elle est beaucoup plus facile quand on est dans un milieu qui est... Si vous permettez, est-ce que je peux poser encore une question? Oui, allez-y. Oui, vous dites la région qui consomme le plus, est-ce qu'il y a eu un réel comparatif, une réelle étude entre les différentes régions ou parce que c'est une population plus importante qu'ailleurs, sachant que je peux vous dire que la région du sud du Maroc, toutes les femmes pratiquement consomment des corticoïdes. Alors je ne sais pas ce qu'il en est par rapport, c'est-à-dire le comparatif en pourcentage, qu'est-ce qu'il en est? Je suis vraiment étonnée d'apprendre que Casablanca utilise le plus. Voilà, donc est-ce que vraiment il y a eu un comparatif entre les villes ou c'est parce que c'est une population plus importante que vous le dites? On ne peut pas, comme je dis, on ne peut pas répertorier tout ce qui est informel, mais au niveau des ventes, au niveau des pharmacies, on sait que les pharmacies, la plus grande partie, ce n'est pas les pharmacies, la plus grande partie c'est le contrebande. C'est des médicaments que vous pouvez trouver jetés par terre à n'importe quel quartier populaire de Casablanca. Ça entre de l'extérieur et donc je pense que c'est très, très difficile de pouvoir dire avec exactitude quelle est la région qui consomme le plus. Je sais que, comme chaque fois mes étudiants dans le cours de nutrition, je leur pose cette question, est-ce que vous pensez qu'il y a encore toujours cette culture d'être grosse pour se marier? Et puis ils commencent à me raconter dans les différentes régions comment on peut devenir... comment on peut grossir. Est-ce que vous avez dans le sud, et donc qu'ils s'injectent des algues pour un petit peu gonfler les intestins, après ils commencent à manger. Je ne sais pas comment on appelle le thym, et il y a même une personne, il y a une étudiante qui a fait un exposé sur ça. Voilà comment on fait. Et c'est des pratiques qui sont courantes. Je voulais juste dire, ici on constate effectivement qu'au niveau de Casablanca, il y a une prescription au fait importante des corticoïdes. Au niveau de Casablanca, c'est certainement parce que c'est une ville qui est très polluée et que c'est très prescrit par les pneumologues, par les pédiatres, etc. C'est-à-dire que la finalité, finalement, n'est pas la même. Parce qu'au sud, d'ailleurs, il y a eu une belle étude qui a été faite en projet de fin d'études à l'école de nutrition sud santé, qui a justement fait une enquête dans la région du sud et qui a montré clairement que, le problème que vous avez soulevé. Mais bon, dire que par rapport à la consommation, si on passe par les pharmacies, je veux dire, c'est la finalité, moi je pense que certainement elle n'est pas la même. Alors si vous permettez, moi je voulais poser une question à mademoiselle, je suis désolée, je n'ai pas retenu votre nom, mademoiselle qui s'est essoufflée. Merci. Donc, juste une remarque. Donc, je tiens à remercier sincèrement le professeur Fios qui a soulevé cette problématique au niveau national. Donc, ma remarque est la suivante. Monsieur le professeur, vous avez dit que donc, la région de Casablanca donc, vient en tête en ce qui concerne la consommation de corticoïdes. Donc, est-ce que vous avez fait une étude nationale? Parce que vous parlez sur la région de Casablanca. Est-ce que vous avez fait une étude nationale? C'est oui. Quelles sont les recommandations de cette étude-là? Et merci.
Non, ce n'est pas une étude nationale, c'est une étude qui a été menée par, je crois, un délégué médical, je pense, mais c'est quelqu'un qui était... tu te rappelles, Rachid? Donc, tout le monde était étonné dans ce congrès-là, mais c'est lui qui s'occupait pratiquement, il supervisait toutes les ventes des corticoïdes au Maroc. Donc il a fait un exposé extraordinaire, bien développé, pour nous montrer simplement au niveau de tout ce qui est vente légale, c'est Casablanca. Maintenant, il a même, je me rappelle encore, il a même mentionné que c'est Casablanca parce que sur le fait qu'il y a cette transition, qu'il y a beaucoup d'exodes, qu'il y a beaucoup de choses, c'est quelque chose qui se fait d'une manière très courante et que voilà, c'est Casa qui est le plus maintenant qui utilise le plus. Je suis d'accord avec Mme Michel, les corticoïdes ne servent pas simplement pour maintenant les corticoïdes, mais il y a des corticoïdes qui sont des médicaments qui sont spéciaux pour l'engraissement. C'est pas comme si on va faire, je ne sais pas moi, des corticoïdes contre d'autres malades. Oui, en fait, l'article dont je parlais, il est dans le journal de l'OMS. Ce sont les pratiques utilisées. Parce qu'on peut utiliser les corticoïdes, mais pour une autre raison. L'étude, l'enquête, elle doit porter sur, d'abord, quels sont comment on voit vraiment un corps idéal. C'est ça la question. Comment les Marocains perçoivent leur corps idéal. C'est ça qui fait que, justement, il y a des préférences à des corps qui sont avec un poids élevé. Justement, mais là, moi, je ne parle pas seulement des filles ou des femmes, je parle aussi des hommes, et surtout sur les jeunes générations. C'est là on a vu le problème des enfants scolarisés, et ces critères de beauté, justement, il faut que ça change chez les jeunes. Parce que les jeunes, ils ont une éducation, peut-être, ils ont une culture qu'ils reçoivent de leur maman. On a dit déjà que c'est les mamans qui véhiculent pas mal de choses. Et donc, c'est au niveau de ces jeunes qu'il faudrait faire justement cette éducation et que les préférences ne soient pas pour des corps qui vont poser des problèmes par la suite. Donc, les pratiques, si on veut vraiment justement voir est-ce que les corticoïdes sont utilisés pour cette raison, pour gagner du poids. Mais bien sûr, on peut les utiliser pour autre chose. Et je termine avec Casablanca, c'est parce qu'on connaît, bien sûr, au niveau de Casa, c'est facile de faire au niveau des pharmacies. Mais dans les zones du sud, on connaît aussi un petit peu la population, ils vont ailleurs, ils vont aller chercher, donc ils peuvent chercher ces médicaments ailleurs. Et peut-être que c'est la même population qui habite à Casablanca et qui, justement, achète ces corticoïdes. D'accord? Alors, je ne sais pas encore posé... On va d'abord passer, Madame Salah a demandé la parole. Alors, en fait, je voudrais d'abord féliciter nos jeunes doctorants pour les travaux qu'ils ont présentés et pour le courage de parler devant les spectateurs. Après un déjeuner assez copieux. Alors, au fait, ma question, c'était par rapport à la communication concernant le suivi des régimes, on va dire alimentaires, du diabétique. Alors, moi, j'aurais voulu voir dans la méthodologie le type de régime qui a été suivi. Est-ce que c'est le même régime qui a été suivi par tout le monde, ou est-ce que, on parle juste de mettre un patient sous régime? Ça d'une part, et d'autre part, ça aurait été intéressant d'avoir une idée justement sur la qualité de ce régime qui a été donné à ces gens. C'est très important. Et j'insiste sur le régime parce que maintenant, les recommandations ont changé. Et puis on ne parle pratiquement pas de régime chez le diabétique, mais en fait, tout revient à une alimentation équilibrée qui doit être suivie au fait par tout le monde. Donc moi je pense que c'est important de signaler ça et de noter ça. Bon, c'est vrai que vous avez dit qu'on n'a pas de table alimentaire, ça c'est certes, mais bon, il y a des logiciels qui permettent de faire des calculs et de faire les équivalences entre...
ça se fait très couramment. Oui, effectivement. Sur les limitations, j'ai noté qu'on n'a pas pu déterminer soit la qualité ou la durée de ce régime. Parce que au cours de la réalisation, de l'élaboration du questionnaire, c'est vrai, il y a pas mal de centres, il y a pas mal de médecins. Et chaque médecin, il y a ceux qui sont suivis chez le médecin généraliste, ceux qui sont suivis chez les diététiciens. C'était difficile de demander à quelqu'un qui est analphabète, qui est âgé, quel type de régime vous suivez. Vous aurez une réponse. Ouais, c'est pour vous dire, c'est assez. Vous aurez toujours une réponse. Non, ça marche pas. Allez-y, parlez. D'accord. Alors, c'est pas la peine, vous m'entendez. Vous aurez toujours une réponse d'un patient. Je sais, je mange assez du pain, je mange ça et ça et ça. Quel est votre régime? Vous demandez à mon médecin. C'était vraiment difficile de récupérer ce type d'informations. C'est pour ça que j'ai dit que c'était parmi les limites de notre étude. Voilà. On va donner encore Droit à 2 dernières questions. Oui, là-bas derrière. En fait, importante des corticoïdes au niveau de Casablanca, c'est certainement parce que c'est une ville qui est très polluée et que c'est très prescrit par les pneumologues, par les pédiatres, etc. C'est-à-dire que la finalité, finalement, n'est pas la même. Hein, parce qu'au sud, d'ailleurs, il y a eu une belle étude qui a été faite en projet de fin d'études à l'école de nutrition Sud Santé, qui a justement fait une enquête dans la région du Sud et qui a montré clairement que, le problème que vous avez soulevé. Mais bon, dire que par rapport à la consommation, si on passe par les pharmacies, je veux dire, c'est la finalité, moi je pense que certainement elle n'est pas la même. Alors si vous permettez, moi je voulais poser une question à mademoiselle, je suis désolée, je n'ai pas retenu votre nom, mademoiselle qui s'est essoufflée. Merci. Donc, juste une remarque. Donc, je tiens à remercier sincèrement le professeur Fluos qui a soulevé cette problématique au niveau national. Donc, ma remarque est la suivante. Monsieur le professeur, vous avez dit que donc, la région de Casablanca vient en tête en ce qui concerne la consommation de corticoïdes.